Ministre, président du conseil départemental de Guinguinéo et membre de l'Alliance pour la République. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets: l'APR orpheline de Macky Sall, l'opposition et la machine PASTEF, la rationalisation des partis politiques, la gouvernance PASTEF sur fond de défiance, la situation économique du pays au révélateur du niveau d'endettement et de la loi de finances 2025, la décision d'Ousmane Sonko de centraliser toutes les dépenses d'investissement à la primature et plusieurs autres sujets. Pape Malick Ndour face à Georges Déthié Diop, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour Pape Malick Ndour. Bonjour Georges. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité au grand jury qui reçoit ce dimanche Pape Malick Ndour. Merci d'être venu au grand jury. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Georges. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'invitation. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Bonne année à vous également. Je vous la souhaite à vous, à votre famille, à vos amis et à l'ensemble des auditeurs et des auditrices de la RFM. Alors, vous êtes membre de l'APR, l'Alliance pour la République, ancien ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, ancien coordinateur national du PRODAC, président du conseil départemental de Guinguinéo. Vous êtes également économiste de formation, c'est bien cela? C'est ça. Merci. Alors, l'actualité cette semaine, Pape Malick, est surtout marquée par la fronde des Djakartamènes suite à la décision des autorités de faire immatriculer les deux roues, un moyen de transport investi par de milliers de jeunes faute d'emploi. D'ailleurs, cette semaine, la ANSD souligne que le taux de chômage élargi est passé de 21,5% au premier trimestre 2023 à 23,2% sur la même période en 2024, soit une hausse de 1,7 point de pourcentage. Quel commentaire sur ces chiffres de l'ANSD de la part de l'ancien ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat que vous êtes? Commenter les chiffres de l'ANSD sur l'emploi n'est pas une chose aisée. Vous savez, les statistiques de l'emploi posent beaucoup de problèmes. Je ne remets pas effectivement en cause les statistiques de l'ANSD, mais il faut reconnaître que nous avons une économie plus ou moins informelle, donc marquée par l'omniprésence d'activités qui ne sont pas tout le temps suivies par les institutions statistiques de notre pays. Bon, maintenant, on le constate comme tout le monde. Il y a effectivement une baisse de l'emploi normalement salarié. Et cette baisse ne nous surprend pas parce que nous avons vu ces derniers temps comment se comporte l'économie qui est aujourd'hui en baisse, l'activité en tout cas. Mais bon, il faut reconnaître les efforts de l'ensemble des gouvernements qui sont succédés au Sénégal n'ont pas, il faut le dire, apporté les fruits. Donc nous voyons les chiffres au même titre que tout le monde et nous espérons que les nouvelles autorités vont en tenir compte et pourront apporter effectivement les solutions pour que les chiffres soient beaucoup plus reluisants dans l'avenir. C'est tout le mal en tout cas que je souhaite pour les jeunes du Sénégal qui quand même n'ont pas pu trouver des solutions à travers l'ensemble des mécanismes que l'État du Sénégal a jusque-là eu à mettre en œuvre. Alors, est-ce que cela prouve que les initiatives de l'ancien régime auquel vous appartenez, ces initiatives qui avaient été mises en place n'ont pas donné de résultats, ou bien vous dites que c'est une responsabilité partagée, la période ciblée concernant les deux régimes? On a connu Ruyundawi, actuellement on voit des pertes d'emploi dans plusieurs entreprises avec des licenciements. C'est une question difficile, hein? Bon, chaque régime va essayer d'apporter des solutions. Nous, on a beaucoup travaillé d'abord sur l'employabilité des jeunes, en repositionnant la formation professionnelle à un niveau tel quand même qu'il est aujourd'hui ce qu'elle est devenue, ça il faut le reconnaître. Beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre de l'employabilité des jeunes, notamment à travers la formation professionnelle. D'autres initiatives aussi de promotion de l'entrepreneuriat ont été apportées. Avec en prime le programme Ruyundawi qui a apporté des solutions. Mais malheureusement, nous constatons que le gouvernement actuel est en train de démanteler tous les bons dispositifs que l'État a eu à amener jusque-là. Le programme Ruyundawi aujourd'hui n'est quasiment plus une réalité. Et ça nous désole parce que nous avons pu voir la situation de précarité auxquelles les jeunes aujourd'hui sont confrontés, alors que c'était des solutions qu'on a pu trouver jusque-là. Bon, l'État du Sénégal peut-être
va apporter d'autres solutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout le mal, en tout cas, que nous souhaitons à la jeunesse du pays. Maintenant, ces questions aussi, les questions d'emploi sont des questions structurelles. On ne peut pas les solutionner du jour au lendemain. L'essentiel, c'est d'avoir confiance et nous espérons que les nouveaux dirigeants de ce pays vont s'y pencher définitivement. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu d'actes concrets, en tout cas de mesures fortes, donc entreprises par ce nouveau régime. Et je pense qu'il est temps maintenant, aujourd'hui, presque un an après leur arrivée, donc de se pencher définitivement sur cette question. Mais vous reconnaissez tout de même un échec de votre régime sur la question? Pas un échec forcément, moi je vous l'ai dit, on a fait ce qu'on devait faire. Effectivement, ce que nous avons fait n'a pas pu apporter des solutions pour toute la jeunesse du pays. Maintenant, les autres qui sont là, qui ont battu campagne quand même sur ces thèmes-là, ça il faut le reconnaître, il faut le dire. Maintenant, il est temps, comme qu'ils ont tous les moyens pour pouvoir apporter les solutions, il est temps maintenant qu'ils apportent des solutions. Alors, Pape Malick, y a-t-il lueur d'espoir au regard des premiers pas du nouveau régime qui dit avoir mis en place un budget ambitieux lequel, selon eux, s'inscrit dans une dynamique de réinvention de notre modèle de développement pour jeter les bases de la souveraineté économique? Oui, Georges, si vous permettez, avant d'aborder la question de la loi de finances initiale, je vais me permettre juste de commenter la loi de finances rectificative. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette loi. Certains membres sont allés jusqu'à dire que c'était un mal nécessaire parce qu'il fallait intégrer les errements de l'ancien régime, ce qui est totalement faux. Je rappelle aux Sénégalais que ce qui a été, la loi de finances rectificative fait suite à 3 événements majeurs. Des événements qui se sont déroulés entre le 1er avril 2024 au 31 décembre. Et ces événements reposent sur ces 3 événements majeurs qui reposent sur d'abord une baisse drastique des ressources de l'État, une augmentation drastique des dépenses de fonctionnement et donc une volonté manifeste à vouloir creuser le déficit. Donc ce sont ces 3 éléments-là qui ont conduit à la loi de finances rectificative. Donc dire que c'est pour intégrer les errements du régime précédent, c'est faire un mauvais procès au régime du président Macky Sall. Pour la bonne et simple raison, Georges, que la baisse des ressources de 840 milliards est imputable principalement à la baisse des recettes fiscales. Et d'autre part aussi à la baisse des dons, donc de l'ordre de presque 200 milliards. Avec en prime 0 centime de milliard de francs CFA encaissés au titre des dons budgétaires. Ce qui est inédit dans l'histoire économique de notre pays. Les dépenses de fonctionnement, c'est ce nouveau régime qui a opté pour cela. Donc il aurait dû, le nouveau régime, il aurait dû réfléchir pour voir comment atténuer les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, en tenant compte effectivement des moyens de value de recettes que nous avons notés. Maintenant, en quoi on peut effectivement dire que c'est l'ancien régime qui est à l'origine de cela? D'autant plus que les baisses des recettes, tout le monde sait que cela fait suite effectivement à une morosité économique. Vous avez donc une responsabilité. La responsabilité, elle est entière pour ce nouveau régime. Parce que ce qui s'est passé... Vous, ancien régime, je dis. Non, on n'a aucune responsabilité sur l'état des finances publiques, en tout cas pour l'année 2023. En tout cas pour l'année 2024. Ça, il faut le dire de manière claire, honnête et précise. Et je m'explique. Tout le monde sait que les moyens-values de recettes font suite à ce que j'appelle une morosité économique que nous avons connue et qui, elle aussi, fait suite à des mauvais choix. Dans la manière que le nouveau régime, dans la manière dont le nouveau régime a appréhendé les questions économiques. Et autre chose aussi, de mon point de vue aussi, elle fait suite à ce que j'appelle le terrorisme fiscal, pour ne pas dire le banditisme fiscal, marqué par la systématisation des avis tiers détenteurs, les ATD. Oui, et même la systématisation des mandats de dépôt pour les hommes d'affaires incriminés. Alors que quand même, on aurait pu essayer de négocier avec eux, on aurait pu leur permettre de pouvoir trouver des solutions, soit en les plaçant sous contrôle judiciaire, afin qu'ils puissent trouver des solutions par rapport aux préoccupations quand même des régies financières. Maintenant, compte tenu de tout cela, nous avons noté effectivement un creusement du déficit et par ricochet une augmentation de la dette. Donc dire que la loi de finances rectificative fait suite aux errements du régime passé, c'est quand même de l'ignominie, c'est des élucubrations, c'est quand même des choses sans fondement.
Donc le nouveau régime n'a qu'à assumer les choix budgétaires qu'il a eu à faire. Maintenant, le budget 2025. Oui, par rapport aux perspectives, vous avez parlé de souveraineté. Moi, j'ai fait un exercice très simple. Je me suis permis de voir les budgets d'investissement. Parce que quand on parle de souveraineté dans un secteur, notamment dans le secteur agricole, on ne parle pas forcément de subventions, de transferts, de subventions pour les intrants, mais on parle d'investissements structurants donc dans le secteur. Je me suis permis de voir le volume des investissements pour l'année 2024 qui sont consacrés au secteur agricole. J'ai pu voir que c'est seulement 240 milliards pour un budget de 2400 milliards, 2040 milliards. Justement, c'est 240 milliards qui est consacré au secteur agricole. Pour le secteur de l'industrie, c'est un peu plus de 30 milliards de francs CFA, donc moins de 1%. Un peu plus de 1% du budget d'investissement global qui est consacré à ces deux secteurs. Là où le secteur, par exemple, des infrastructures, donc bouffe près du quart du budget, donc près de 500 milliards sont alloués à ces secteurs. Donc moi, je me pose la question de savoir, on parle de quelle souveraineté? En tout cas, ça ne peut pas être une souveraineté alimentaire ou bien une souveraineté industrielle, parce que simplement, malgré tout le bruit autour de ces questions-là, peu d'argent ont été investis, en tout cas pour le budget 2024, sur ces secteurs-là. Mais pas que l'agriculture seulement, parce que c'est 1070 milliards qui sont dédiés à l'amélioration de la production, de la productivité agricole, à la modernisation des filières de la pêche et au développement des industries agroalimentaires, ce qui est contenu dans ce budget 2025. Non, mais quand on parle de 1000 milliards, il faut essayer La souveraineté n'est pas qu'agricole. Non. Quand on parle de 1000 milliards de sommes mobilisées pour un secteur, il faut faire la différence. Parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté quand on se limite seulement à faire des subventions. Subventionner les intrants agricoles, subventionner l'engrais, les semences, non. Quand on parle de souveraineté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des investissements structurants dans un secteur. C'est les gros investissements, c'est les aménagements hydro-agricoles. Voilà, et je me suis permis donc de traquer ces sommes qui sont consacrées pour ces activités-là. Et je vous dis, effectivement, c'est un peu plus de 10% du budget d'investissement de l'État qui est consacré, donc, en tout cas pour ce qui est du secteur agricole, qui est consacré à ces sous-secteurs-là. Vous dites donc que ce n'est pas un budget ambitieux? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas un budget pro-souveraineté. Voilà, moi je pense que c'est un budget normal, un budget anodin, un budget où on note encore une fois l'omniprésence de l'investissement sur les infrastructures, qui, je l'ai dit tout à l'heure, occupe près de 25% sur le total des investissements donc, qui sont dédiés. Maintenant, après, bon, ils peuvent faire de la cosmétique sur les chiffres en faisant effectivement référence à toutes les autres sommes mobilisées ça et là pour le secteur. Et après, ça gonfle les chiffres. Et après, on nous fait croire que beaucoup d'argent a été consacré pour tel ou tel secteur, alors que ce n'est pas le cas dans la réalité. C'est vous qu'on accuse de faire dans la manipulation des chiffres. Bon, ça, c'est une vieille histoire. Hein? Ça, c'est une vieille lune. Et vous leur renvoyez la balle aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, bon, en tout cas, ils ont parlé de falsification de chiffres. Il y a eu un rapport de l'IGF. Je pense aussi qu'il y a eu le travail de la Cour des comptes que nous attendons encore avec impatience. Mais de mon point de vue, ça, ce n'est pas de la réalité, ça, c'est de la fiction. Je ne pense pas que dans ce pays, quand même, nous puissions être en mesure de pouvoir falsifier des chiffres, bluffer l'ensemble de nos partenaires. Pour moi, c'est de la politique pure et simple, c'est de la diabolisation. C'est un travail qui consiste à faire croire à tout le monde que rien de bon n'a été fait jusque-là. Est-ce que vous pensez que la Cour des comptes va confirmer son coup? Je ne pense pas. Parce que je ne pense pas que la Cour des comptes elle-même va travailler à montrer à tout le monde qu'elle est elle-même contradictoire. Parce qu'il faut le rappeler, la Cour des comptes, dans l'architecture institutionnelle que nous avons, a un grand rôle à jouer. La Cour des comptes a été impliquée dans le contrôle de beaucoup de choses, y compris le contrôle de la dette. Donc, je ne pense pas que la Cour des comptes va venir nous dire qu'effectivement, elle a été défaillante quelque part. Moi, je pense que ça sera le dernier acte qui va quand même conduire à discréditer définitivement nos institutions. Maintenant, nous savons que nous avons des fonctionnaires très honnêtes qui sont là-bas
et nous allons ensemble suivre les recommandations de la Cour suite au rapport de l'IGF. La dette que vous évoquez, c'est votre sujet favori ces derniers jours. On ne reviendra pas sur ce que vous avez dit durant toute cette semaine. Mais la question est de savoir sur quoi doit être basé l'endettement. Mais naturellement, le président Macky Sall s'est endetté, comme le président Abdoulaye Wade et à la suite aussi du président Abdou Diouf. Les gens s'endettent pour faire des projets structurants. Au Sénégal, on n'a pas besoin de poser la question de savoir où est-ce qu'on a mis l'argent de la dette. Il suffit seulement de voir ce que nous avons fait en termes d'aménagement hydro-agricole, notamment au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Il suffit seulement de voir ce que nous avons fait en termes d'infrastructures routières, les aéroports, le BRT, le TER. Toutes ces infrastructures, quand même, nous l'avons eu parce que nous avions quand même une très bonne stratégie d'endettement qui était reposée sur des prêts concessionnels avec des échéances quand même plus ou moins basées sur le long terme. Donc c'est ça que nous avons fait. Nous avons jusque-là fait des analyses de viabilité de la dette qui montraient à chaque instant que le Sénégal avait encore les capacités de faire face à ses engagements, notamment en matière de remboursement de sa dette. Nous avons toujours eu une dette qui était soutenable. Et maintenant, aujourd'hui, qu'on est dans un autre régime, il faut qu'il essaie de faire ce que nous avons fait et travailler aussi à avoir un niveau d'endettement quand même soutenable, comme nous l'avons fait jusque-là. L'est-elle avec ce nouveau régime? Comment? L'est-elle avec ce nouveau régime? Bon, en tout cas, ce que nous avons vu ne nous rassure pas, parce que nous l'avons dit la dernière fois. À l'heure où on parle, entre 2024 et 2025, on est à près de 9 000 milliards de dettes. Ça, il faut le dire. Ils ont essayé de nous la cacher, mais bon, tout le monde peut lire une loi de finances, et je l'ai évoqué, et personne, en tout cas, n'a pu apporter des solutions par rapport à mes préoccupations. Chaque personne n'a pu apporter des réponses concrètes par rapport à mes préoccupations. La dette, elle est là, elle est de l'ordre de 9 000 milliards entre 2024 et 2025. Bon, maintenant, ça a servi à quoi? Bon, dire que oui, toute cette dette-là servira juste à rembourser la dette contractée par l'ancien régime. Ça, c'est manquer d'ingéniosité quand même. Moi, je pense que quand on hérite d'un pouvoir, on hérite et son actif et son passif. Autant ils ont hérité d'une dette que Macky lui-même peut-être a hérité d'Abdou Diouf et d'Abdoulaye Wade, mais autant aussi ils ont hérité un pays non pas en lambeaux, mais un pays qui se prépare à exploiter du pétrole et du gaz. Donc un pays qui a de fortes institutions qui sont encore là, mais aussi un pays qui est économiquement viable, qui a une capacité donc de mobilisation de ressources internes. Donc ça aussi, il faut le mettre dans l'analyse et savoir qu'ils ont effectivement toutes les marges de manœuvre pour pouvoir progresser, mais donc se limiter à dire que oui, à pleurnicher, à dire que bon, on ne peut presque rien faire parce qu'il y a la dette qui est encore là et qui n'est pas soutenable. Moi, je pense que c'est très facile comme argument, c'est très léger comme argument. Donc, ce qu'ils doivent faire, si effectivement la dette les gêne, mais ils n'ont qu'à restructurer la dette, ils n'ont qu'à discuter avec les partenaires, échanger avec eux, essayer de trouver des voies et moyens, des mécanismes qui permettent quand même à la longue de pouvoir alléger la charge de la dette. Donc, en allongeant effectivement les échéances, ça c'est bien possible. Voilà. Alors, 9 000 milliards, avez-vous dit environ. Est-ce qu'au vu de l'ampleur de cette dette, est-ce que le Sénégal ne risque pas de ne plus avoir de marge de manœuvre pour aller rechercher de l'argent? Non. Écoutez, vous savez, quand on fait une analyse de la viabilité de la dette, on ne se limite pas seulement à voir le taux d'endettement. On ne se limite pas seulement aussi à voir le volume donc de l'encours. Une analyse de viabilité de la dette donc, intègre d'autres indicateurs. Et tous ces indicateurs-là sont au vert. Aujourd'hui, nous avons une perspective d'exploitation du pétrole et du gaz qui va naturellement gonfler notre PIB, ce qui va effectivement améliorer le taux d'endettement. Donc des recettes budgétaires qui vont augmenter, ce qui va effectivement améliorer le rapport service de la dette et recettes budgétaires. Donc pour dire en vérité qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de possibilités quand même pour essayer d'être sur le marché et d'avoir quand même des possibilités. Maintenant, j'ai vu les stratégies d'endettement qu'ils ont proposées et des stratégies qui me donnent quand même des sueurs froides. Hein. Moi, je ne pense pas que reposition... Est-ce que ces stratégies, le diaspora bond par exemple, le recours à d'autres formes de financement extérieur et domestique comme l'Asie et le Moyen-Orient?
Ils ont parlé dans leur nouvelle stratégie d'endettement de repositionner la dette intérieure, qui devrait prendre beaucoup plus de volume comparativement à la dette extérieure. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Pour la bonne et simple raison que tout le monde sait que la dette intérieure, c'est vrai, c'est libellé en monnaie. Tu as la possibilité de se couvrir contre les risques d'échange. Mais le problème fondamental avec ça, c'est que tu seras en concurrence avec le secteur privé national. Tu seras en concurrence avec les ménages. C'est ça qu'on appelle en économie l'effet d'éviction. On risque à la longue d'évincer tous les petites entreprises locales qui sont sur le marché du crédit. Ça, c'est la plus mauvaise nouvelle que ce gouvernement nous a apportée. Ensuite aussi, il faut le dire, la dette intérieure avec ses taux d'intérêt, qui sont très souvent supérieurs aux taux d'intérêt que nous pouvons avoir dans le marché de la dette extérieure. Donc, pour dire simplement qu'il nous faut encore repenser notre stratégie d'endettement, mais non pas se baser sur ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire le repositionnement de l'encours de la dette intérieure qui devrait prendre beaucoup plus de volume. Ils ont parlé de diaspora bond avec comme argument principal le fait de se couvrir définitivement contre le risque d'échange. Mais en le faisant, vous transférez à la diaspora le risque d'échange. Parce que la personne qui est en France, aux États-Unis et qui souscrit à un diaspora bond, lui, son système d'analyse, c'est qu'il t'a prêté de l'argent en dollars. Donc, couvrir l'État contre les risques d'échange et exposer le Sénégalais qui est aux États-Unis, au Canada, au Mexique ou ailleurs. Donc ça, moi, je pense que ça risque de créer des confusions et ce n'est pas une très bonne idée. Et moi, je pense que les volumes d'investissement d'ailleurs dont on a besoin, ce marché-là est incapable quand même de nous le donner. Il ne suffit pas seulement d'analyser les flux de versements que nous recevons chaque année via Western Union pour dire que c'est beaucoup d'argent. Attention, il faut qu'on essaie d'analyser davantage et en profondeur. Est-ce que l'argent là que nous recevons de la diaspora peut être considéré comme de l'argent qu'on peut épargner ou bien de l'argent qu'on peut prêter à l'État? Parce que généralement, je n'ai pas fait une étude approfondie sur ça, mais généralement, l'argent qui nous vient de la diaspora sert beaucoup plus à la consommation et non pas à l'épargne. Mais l'épargne nationale aussi peut contribuer. Oui, bon. Le renforcement de l'épargne nationale. Bien sûr, l'épargne nationale, elle est liée à la dette intérieure. Hein. Et je vous ai fait part tout à l'heure des contraintes, ou bien en tout cas de ma perception pas du tout reluisante que j'ai sur la dette intérieure. Qui, de mon point de vue, quand même doit être nivelé en certains... Voilà, qui doit être... voilà. Alors, le budget, la fausse note pour son adoption, elle a été adoptée sans débat à l'Assemblée nationale, mais c'est prévu par la Constitution en son article 86, alinéa 9. Même si le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement, il ne s'est pas présenté à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec la méthodologie qui a été adoptée et qui a conduit à l'adoption du budget en fast track. Et pour deux raisons. D'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est conforme à la Constitution le fait d'engager la responsabilité du gouvernement. Ensuite aussi, il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a eu des problèmes de délai. Ça aussi, il faut le dire. Bien vrai que c'est le nouveau régime qui est à l'origine de tout ça, qui a créé toute cette cacophonie, qui nous a conduit à cette situation avec malheureuse. La dissolution de l'Assemblée nationale. Mais il faut le reconnaître, c'est conforme à la loi constitutionnelle. Par contre, je n'ai pas du tout apprécié le fait que PASTEF ait utilisé sa majorité mécanique pour empêcher le débat démocratique autour du budget national. Et je m'explique. Dans ce pays où les tensions sont si vives, où les difficultés à s'écouter et à se parler créent très souvent des situations où nous consommons chaque jour des fake news. Moi, je pense que tout le monde avait quelque chose à gagner à la discussion. Le régime en place en premier lieu. Parce que c'est vrai, on nous a dit que oui, il y a eu des discussions au sein des commissions, mais ce qui nous intéresse, nous, peuple sénégalais, c'est les discussions en plénière, parce que ce sont ces discussions-là qui allaient nous permettre d'apprécier la profondeur des questions posées par les députés, mais aussi la pertinence des réponses apportées par le régime. Mais malheureusement, ils ont usé de leur majorité mécanique, donc pour empêcher quand même qu'on puisse voir réellement ce qu'il y a dans le budget.
Mais bon, chaque jour, on découvre de nouvelles choses et bon, on parvient quand même à poser le débat. Les journalistes aussi s'y mettent. Bon, c'est ça qui est un peu regrettable dans la façon dont on a adopté le budget. Vous êtes offusqué du fait qu'ils aient utilisé leur majorité mécanique pour en arriver à un vote sans débat, mais il voudrait être au courant également que vous aviez les mêmes pratiques à l'époque. Non, mais écoutez, moi... On a vu des ministères dont les budgets ont été adoptés à l'Assemblée nationale sans débat et à plusieurs reprises. Non, moi je parle de ce qui est présent. Je parle des perspectives d'avenir. Je ne parle pas de ce qui s'était passé dans un autre régime, parce que peut-être ce sont ces pratiques-là qui ont conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je pense quand même que PASTEF doit quand même favoriser la discussion, d'autant plus qu'on parle du budget national. De mon point de vue, la loi de finances est la loi la plus importante dans une république, parce que c'est une loi qui nous intéresse et qui nous interpelle, parce que ce sont les secteurs, ce sont les financements. Nous avons un État qui a principalement comme moyen politique pour agir dans l'économie, la politique budgétaire, donc le budget. Donc je pense qu'on devait quand même réfléchir ensemble, discuter pour voir ce qu'il fallait corriger dans le budget et rendre accessible toutes ces informations-là aux populations. Plus clairement, la rupture promise n'est pas effective. Bon, en tout cas, ils n'ont pas pu démontrer que vraiment ils vont œuvrer pour une rupture définitive, parce que quand même la discussion c'est le minimum, quoi. L'échange c'est le minimum, les débats démocratiques à l'Assemblée nationale c'est le minimum. Et la preuve aujourd'hui, imaginez-vous, moi personnellement j'ai eu à interpeller le gouvernement sur pas mal de questions. Bon, ils n'ont aucune obligation de me répondre, mais figurez-vous si c'était à l'Assemblée nationale, mais naturellement ils seraient obligés donc de répondre si ces questions-là qui m'intéressent étaient posées par des honorables députés. Et ça aussi, ça montre encore une fois qu'il fallait effectivement voter un budget. Autre chose aussi, tu me permets de le rappeler, le timing quant à l'adoption de la loi de finances éducatives, ça nous a posé beaucoup de problèmes. L'honorable député Mme Aïssata Tall Sall a posé des questions pertinentes à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut le dire, le budget de la loi de finances éducatives a été adopté le 24 décembre, c'est-à-dire une semaine avant la fin de l'année budgétaire. Mme Aïssata Tall Sall a posé la question, et elle a même usé de la métaphore en disant au ministre des Finances que est-ce que c'était beaucoup plus, même pas du tout, est-ce que c'était pas plutôt une loi de finances de régularisation à la différence d'une loi de finances rectificative. Bon, en répondant, le ministre des Finances lui disait que, en tout cas pour ce qui concernait les dépenses, le président de la République avait usé donc des décrets d'avance. Décrets d'avance d'ailleurs dont personne ne peut vous dire aujourd'hui le contenu. 800 millions, 50 millions et 25 millions de décrets d'avance ont été pris. Jusqu'à présent, nous ne savons pas le contenu de ces décrets d'avance. Mais au-delà des décrets d'avance, nous avons des préoccupations quant à la prise en charge des innovations apportées par la loi de finances rectificative, notamment en ce qui concerne les emprunts. 800 milliards d'emprunts nets ont été autorisés par l'Assemblée nationale le 24 décembre. Moi, je me suis posé des questions. En une semaine, comment l'État pouvait mobiliser 800 milliards ? Comment il pouvait mobiliser 800 milliards? Parce que de toute façon, il n'avait pas le choix. Parce que la LOLF, à son article 27, est assez claire. Elle dispose qu'on ne peut pas faire des emprunts nets sans pour autant avoir une autorisation du Parlement. Alors que cette autorisation est arrivée le 24 décembre. Donc en une semaine, comment ils ont fait pour mobiliser? Avec quel taux? Avec quel partenaire? C'est des questions qu'on se pose. Si on n'a pas de réponse pertinente par rapport à ces questions, on pourrait penser effectivement que des dettes ont été anticipées. Et cela pose une autre question. Est-ce que ces dettes anticipées-là, éventuellement, si c'est le cas, est-ce qu'on ne pourrait pas l'assimiler à de l'endettement caché? Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui nous interpellent. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat de fond à l'Assemblée nationale. Sinon, on aurait pu avoir des réponses à toutes ces questions. Le gouvernement, vous l'avez dit, n'a pas obligation de vous répondre sur ces préoccupations. Mais est-ce que vous ne devez pas faire porter à vos députés ces questions? Mais c'est justement, Aïssata Tall Sall a posé cette question pertinente. Mais bon, le ministre a préféré faire la politique de l'Autriche en essayant de répondre une partie et à laisser une autre partie. Parce que quand elle dit que oui, bon, pour les dépenses, le problème ne se pose pas, il y a des décrets d'avance qui ont été pris, mais la question reste entière. Abdou Mbow a fait une question orale pour s'interroger sur le contenu des décrets d'avance.
Oui, parce que des décrets d'avance ont été pris. Pour rappel, les décrets d'avance sont des autorisations que le président Bassirou Diomaye Faye a eu à donner au ministre des Finances pour qu'il exécute donc des dépenses qui n'étaient pas prévues dans la loi des finances initiale. Donc nous, en tant que Sénégalais, on a besoin de savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe? On a pris le décret d'avance, pourquoi? Quelle a été l'urgence? Et c'était pour financer quoi? Voilà, aujourd'hui, on parle, on nous dit qu'il y a même des gens qui ont transigé, qui ont versé de l'argent au trésor. Hein. Chaque fois, on l'entend à la télé. Voilà, les tenants actuels du régime, les tenants du régime actuel le disent très souvent. Mais on a aussi besoin de savoir où est cet argent-là. Parce que normalement, cet argent-là... Et qui a transigé? C'est une question qu'on doit se poser. Et comment? Et comment cet argent-là a été pris en charge? Parce que normalement, cet argent-là doit être pris en charge dans le cadre d'un décret d'avance. Voilà, toutes ces questions-là, moi, je pense que l'honorable député Abdoumbaou l'a posé. Et nous attendons des réponses. Malheureusement, nous n'avons pas encore vu de réponse. Le gouvernement qui est interpellé, dirigé par Ousmane Sonko, qui a décidé de centraliser les dépenses d'investissement à la primature. Oui. C'est une décision qui ne nous convainc pas. Moi, je pense qu'en décidant de centraliser la validation des dépenses d'investissement, Ousmane Sonko, aujourd'hui, parasite les missions qui sont dévolues au ministre des Finances. Des Finances et du Budget. Oui. De plus, de mon point de vue, valider des dépenses revient... Donc on a dépouillé le ministère des Finances et du Budget de sa substance. Et j'informe d'ailleurs qu'au niveau du ministère des Finances, il y a un comité qu'on appelle le comité de modulation des dépenses, qui en principe joue le rôle de conseiller du ministre à chaque fois qu'il faut moduler les dépenses. Mais au-delà, moi je pense que valider des dépenses revient logiquement aussi à les moduler et à les prioriser. Alors qu'on nous a toujours vendu la vieille lune d'un budget sincère, un budget qui... aussi bien en recettes qu'en dépenses, vraiment reflète d'une sincérité extraordinaire. Donc moi, je me pose des questions. Je me pose des questions de voir pourquoi valider des dépenses d'investissement si la sincérité de ton budget garantit des ressources suffisantes et bien estimées, des ressources qui sont conformes aux dépenses d'investissement que vous avez bien mûries, que vous avez bien évaluées et qui, selon vos dires, sont à fort impact. C'est eux qui le disent dans la loi des finances. Moi, je pense que c'est Ousmane Sonko qui nous disait lui-même, parce que c'est lui qui a engagé la responsabilité du gouvernement en faisant voter la loi de finances sans débat. Je rappelle qu'à la page 18 de la loi de finances, on nous a informé que la programmation des dépenses d'investissement accordait une priorité à celles qui sont alignées sur les nouvelles orientations politiques. Des dépenses qui contribuent à des objectifs à fort contenu social. Mais maintenant, moi je pense que monsieur le ministre, le Premier ministre a déjà validé des dépenses. Voilà, donc pourquoi vouloir revalider? Et puis, au-delà de ça, moi je tiens également à informer l'opinion que nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre de la transposition des directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA, qui consacre l'ère du budget programme et de la gestion axée sur les résultats. Ça, c'est important de le préciser parce que dans ce nouveau cadre harmonisé, il y a... Donc cette centralisation est une entrave au budget programme. Bien sûr, parce que dans le budget programme, il y a une responsabilisation accrue des responsables de programme qui héritent de la fonction d'ordinateur des dépenses. Maintenant, en centralisant la validation des dépenses d'investissement, je pense que nous risquons effectivement de nuire à l'efficacité des gestionnaires de programme, de freiner la décentralisation des responsabilités, de réduire la flexibilité et l'adaptabilité nécessaires dans un système axé sur les résultats. Moi, je pense que le rôle des responsables de programme ne doit pas seulement se limiter à des courriers qu'ils devraient faire pour demander au Premier ministre de valider telle ou telle autre dépense. Ils sont responsabilisés, on doit leur donner tous les moyens de pouvoir assumer. D'autant plus qu'eux-mêmes, ils doivent signer des contrats de performance avec l'État. Mais avec le système aujourd'hui, on n'a pas besoin de signer de contrats de performance avec les agences, avec les directions. Hein. Il suffit seulement de signer une convention de performance avec le Premier ministre. Et le tour est joué. Moi, je pense que ça bousille toute l'architecture des dépenses, de la gestion des dépenses publiques. Est-ce que cette démarche peut positionner le Sénégal parmi les économies émergentes d'ici 2050, comme le souhaitent les nouvelles autorités? L'émergence, c'est moins de bureaucratie et plus d'efficacité. Et moi, je pense que cette affaire-là, c'est beaucoup plus de bureaucratie, moins d'efficacité, avec en prime des ministres qui feront le pied de grue
des responsables de programme, des directeurs d'agence qui vont faire le pied de grue, et même parfois des hommes d'affaires qui risquent de faire des pieds de grue à la primature. Et ça va encore davantage accroître la charge de travail du Premier ministre. De mon point de vue, un Premier ministre a beaucoup plus de choses sérieuses à faire, si ce n'est traquer des dépenses d'investissement, voir qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il faut payer et qu'est-ce qu'il ne faut pas payer. Ça, quand même, ce n'est même pas le travail du ministre des Finances. Il suffit seulement d'un petit comité de modulation des dépenses au niveau du ministère des Finances qui va intégrer notamment les services du Trésor, les services du ministère de l'Économie et les services de la Direction générale du budget pour apporter des solutions concrètes par rapport à ces sollicitations. Et puis d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, si on a un budget sincère, on n'a pas besoin de moduler des dépenses, on n'a pas besoin de prioriser. Il suffit seulement de recouvrir de l'argent et de financer des activités relatives à ces dépenses d'investissement. Vous suivez la radio Futur Média, vous suivez le grand jury qui reçoit ce dimanche Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, président du conseil départemental de Guinguinéo. Alors, une affaire qui refait surface, Pape Malick, l'affaire Prodac. Le juge d'instruction du pôle judiciaire financier a désigné un cabinet pour effectuer une expertise comptable approfondie dans cette affaire. Vous avez été coordonnateur du Prodac, les yeux ne sont pas arrivés sur vous, mais est-ce que vous ne vous reprochez pas quelque chose au Prodac? Moi, personnellement? Oui. Non, pas forcément. Moi, je vous dis, d'ailleurs même, j'ai l'habitude de le dire, le seul vrai rapport qui existe au Prodac, c'est un rapport sur ma gestion entre 2019 et 2021. Et je pense que tout le monde a pu lire ce rapport. Il n'y a pas de rapport de la gestion de Mamba Nyang. Donc, on a parlé d'un rapport de l'IGF qui, selon les dires du principal intéressé, n'était pas un vrai rapport. Ça, il faut le dire. Et moi-même, j'ai été à la tête du Prodac. Tout le monde sait que quand tu fais un dossier de passation, s'il y a un rapport définitif, on te le donne comme dossier de passation. Mais moi, je n'ai jamais eu entre mes mains un rapport qui provenait de l'IGF. Ça, je le dis de manière honnête, je le dis de manière sincère. Donc, pour dire simplement que, personnellement, je ne me reproche pas beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau du Prodac, qui a d'ailleurs même nous a un peu bloqué dans la mise en œuvre des directives que nous avions reçues du président de la République, qui étaient de relancer les activités du programme de domaine agricole communautaire. Jusqu'à présent, je vois que les choses tardent à se matérialiser. Bon, maintenant, les choses sont entre les mains de la justice. Nous suivons de très près, mais nous sommes partisans de la reddition des comptes. Ça, je le dis de manière honnête, de manière claire et précise. Mais aussi, nous sommes partisans aussi de la présomption d'innocence. Donc, pour le moment, on se limite simplement à dire qu'il faut que les choses soient claires, mais il faut aussi qu'on respecte le droit des prévenus. Vous ne craignez rien alors, vous, Pape Malick, ancien coordonnateur national du Prodac? Non, en tout cas, moi, je vous l'ai dit. Moi, j'ai un rapport qui est rendu public. Quand j'ai dirigé le Prodac, je n'étais pas ministre. Donc, on n'a pas besoin de la Haute Cour de justice pour m'appeler à la DIC, pour m'appeler à la section de recherche. Il suffit seulement de voir sur ce rapport des points sérieux qui peuvent faire l'objet d'une enquête. Donc, moi, je n'ai pas de souci particulier à me faire. J'ai géré l'argent public avec loyauté vis-à-vis des lois de la République, mais aussi avec engagement, l'engagement à servir mon pays. Et je pense que je l'ai fait de manière efficace, je l'ai fait de manière honnête. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis là, je m'oppose en toute responsabilité, en toute indépendance aussi. Vous savez que si j'avais des choses à me reprocher, j'aurais dû faire comme les autres. J'aurais dû peut-être raser les murs, éviter d'avoir une posture digne devant les tenants du pouvoir qui ont quand même... Il y en a de cette catégorie? Ah ben oui, on le voit. De l'ancien régime. Bien sûr, on le voit. Eh ben, c'est avec regret d'ailleurs qu'on le constate. Eh ben, je profite d'ailleurs de l'occasion, je l'ai une fois dit aux dirigeants de PASTEF, oui, nous sommes d'accord pour la reddition des comptes, mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté notre mouvance pour venir adhérer à PASTEF. Et j'ai dit attention à ces personnes-là, parce que moi je pense que si on fait de la politique et que nous n'avons pas de choses particulières à craindre, moi je pense que le minimum c'est d'asseoir sa posture, d'assumer son rôle d'opposant et de dire haut et fort ce que tu penses.
Voilà. Maintenant, soit rallier la mouvance présidentielle ou bien adopter une posture vraiment pas du tout honorable. Moi, je pense que les gens qui le font, de mon point de vue, ont des choses à se reprocher. Vous ne vous reprochez rien, vous ne craignez rien, avez-vous dit. Pouvez-vous en dire autant pour votre prédécesseur Mamba Nyang? Eh bien, bon, écoutez, vous savez, moi, je vous l'ai dit de manière claire, nette et précise, que je n'ai pas vu de rapport qui incriminait Mamba Nyang. Je l'ai dit avant qu'on soit là, je l'ai dit en 2017, je l'ai dit en 2019, je l'ai dit en 2021, aujourd'hui encore, je le dis. Maintenant, l'affaire est entre les mains de la justice. C'est pas à moi de dire que telle ou telle personne. Et pourtant, dans cette affaire Prodac, il y a des personnes qui sont en détention. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Des personnes qui ont été ciblées par l'agence judiciaire de l'État. Voilà, donc c'est tout à fait naturel. On le constate et nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur ça. Très rapidement pour terminer, est-ce que la situation de votre parti n'interroge pas un parti quasiment sans chef avec qui on n'est pratiquement pas en contact? Écoutez, ça c'est une fausse nouvelle. Hein? Le président Macky Sall est en contact avec principalement les responsables, ça je vous le dis, de manière claire, nette et précise. Hein? Les gens parlent avec le président, ils échangent avec le président, ils discutent avec le président sur l'avenir du parti. Bon, c'est vrai maintenant que le président n'est pas réellement en contact avec une bonne partie de la base. Parce que vous savez, le président, c'est lui le chef du parti. C'est lui le concepteur, c'est lui le visionnaire du parti. Et tout le monde sait qu'il y a une très grande histoire d'amour entre le président Macky Sall et ses militants. Et le président n'a jamais rompu le fil de dialogue avec ses responsables. C'est vrai maintenant, avec la distance, ce n'est pas comme auparavant. Mais ce qui est clair, c'est que le président est en contact avec les responsables. Le parti aussi vit. Le parti survit. D'ailleurs, les dernières élections l'ont montré. Malgré le fait que le président n'était pas là, nous avons pu battre campagne et nous avons pu réussir. Avec les résultats que l'on sait. Ah oui, mais nous avons Vous pu peiniez réussir même à avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous avons pu réussir à asseoir notre rôle de principal parti d'opposant. Parce qu'à l'Assemblée nationale, soulignez que vous étiez parti en coalition aussi. Oui, oui, avec oui, le Parti démocratique sénégalais et d'autres organisations politiques. Le parti APR est le parti qui a le plus de députés parmi les partis de l'opposition qui sont présents à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est le travail des responsables, le travail des militants. Et cela prouve quand même que nous avons un parti qui est debout. Nous continuons d'être inspirés par le président Macky Sall. Nous continuons effectivement à recevoir des ordres du président Macky Sall. Mais nous sommes là. Chaque fois, on participe au débat politique. Et c'est justement ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Et pourtant, on disait qu'il allait se retirer de la vie politique. Bon, il est toujours président. Le président Macky Sall est un grand homme politique qui ne peut pas se retirer comme ça de la vie politique de notre pays. Maintenant, il peut se mettre à l'écart pour se concentrer sur d'autres missions. Il peut aussi se mettre à l'écart pour donner beaucoup plus de marge de manœuvre aux jeunes, aux femmes, en tout cas aux responsables qui sont ici encore sur place. Mais le président ne sera jamais loin de la paire, il sera encore là, malgré la distance. Il est en contact avec les responsables, dites-vous, mais vous, personnellement, vous avez de ces nouvelles, Macky Sall? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis en contact permanent avec le président. On discute sur beaucoup de questions. Ça, je le dis de manière claire. On est en contact, on discute, on échange. Je lui fais part très souvent de mes idées et lui aussi, il fait pareil. Le récent contact date de quand? Bon, c'est pas important. Ça ne date même pas de moins de 3 jours ou 4 jours. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important quand même pour nous, c'est que nous savons que nous avons un président qui est là, qui continue à nous voir, à nous regarder, qui continue effectivement à nous inspirer et qui n'a jamais rompu le fil du dialogue avec les responsables. Ça, je le dis. Donc, ce qui a été raconté récemment... Qui organise son injoignabilité, changer ses numéros de téléphone. Ça, c'est faux. Le président Macky Sall n'a jamais changé de numéro. Ça, je vous le dis de manière honnête. Voilà, il est en contact avec les responsables, il discute avec tout le monde. Il est en contact, au-delà même des responsables, il est en contact avec le peuple sénégalais. Là, très souvent, j'entends quelqu'un me dire qu'il a eu l'appel du président, qu'ils ont échangé sur des choses qui n'ont rien à voir même avec la vie de la nation. Il appelle les gens, il discute avec eux. Donc, il est en contact avec tout le monde. Alors, Pape Malick, n'est-il pas temps
de vous réorganiser. Je ne parle pas de l'Alliance pour la République seulement, mais APR, opposition pour faire face à la machine PASTEF. Je suis parfaitement d'accord Qui a eu des résultats extraordinaires et à la présidentielle et aux législatives. Aucune autre liste n'a eu à avoir un nombre de députés pouvant lui permettre de mettre en place un groupe parlementaire. Je suis parfaitement d'accord. Hein? L'opposition n'existe que s'il existe des partis d'opposition. Et les partis d'opposition, que ce soit le Parti socialiste, l'AFP, les partis traditionnels et les autres forces nouvelles que nous voyons émerger dans l'espace politique doivent faire leur mue, doivent se recréer. Et nous suivons d'ailleurs avec intérêt ces stratégies de remise en forme que nous notons et ce dynamisme que nous notons dans les différents partis de l'opposition. Et je pense que c'est un palier important. Normalement, d'ici quelques temps, les partis devraient en principe se réorganiser. Et après, la finalité devrait être la mise en place d'un grand front de l'opposition qui devrait donc faire face à ces personnes qui ont montré quand même que facilement on pouvait reprendre les choses en main et travailler donc à diminuer la souffrance des Sénégalais. Donc, en tout cas, voilà. Ce grand front de l'opposition est en voie. Je l'espère bien, parce que nous avons des convergences de vues sur beaucoup de choses, sur beaucoup de questions. On s'appelle très souvent, on voit de loin les dynamiques, les gens s'organiser. Donc moi, je pense qu'il est important que les partis, effectivement, se remettent en forme, soient aussi plus ou moins beaucoup plus attrayants. Et maintenant, comme je le dis, en principe, ça ne devrait pas poser de problème que les gens se voient, que les gens discutent et parviennent à trouver quand même des plans de convergence qui devront effectivement nous amener à la mise en place d'un front de l'opposition. La rationalisation des partis politiques, est-ce qu'elle pourrait aider en ce sens? Bien sûr. Rationalisation annoncée par le président de la République. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Hein. Le président Macky Sall a éclairci plus ou moins le jeu démocratique en introduisant effectivement le parrainage, qui a quand même eu le mérite quand même d'éclaircir un peu le jeu politique, de faciliter un peu le choix de nos concitoyens. Mais les prochaines étapes devraient conduire à une réforme quand même du système politique, donc qui devrait aussi conduire à une rationalisation des partis politiques. Et les partis aussi doivent jouer un rôle dans le cadre de la formation donc, des militants, dans le cadre aussi de la participation à la vie de la nation, donc, et ne pas seulement se limiter à être des opérateurs politiques visibles qu'en période électorale. Alors, pour faire face donc à PASTEF, qui est secoué par un vent de défiance, ou bien vous dites tout simplement que c'est leur cuisine interne? Bon, je n'ai pas d'appréciation particulière à faire sur les contradictions internes donc, du parti PASTEF. Nous le suivons avec désolation, parce que nous voyons des gens qui n'ont absolument rien compris. La seule chose qui nous... Sauf que ces contradictions, cette déviance touche le cœur de l'État. C'est pourquoi je dis que la seule chose d'ailleurs qui nous désole, c'est le manque de respect notoire que PASTEF ou ses militants fait montre vis-à-vis de la plus haute institution de la République. C'est ça qui nous désole, et nous sommes particulièrement déçus de voir que le président de la République et son premier ministre soient obligés parfois d'obtempérer aux injonctions de certains militants qui ne sont visibles que sur les réseaux sociaux, avec des réactions velléitaires. Pas que des militants sur les réseaux sociaux, on voit des responsables du parti, des responsables d'organes de l'État. Actifs que sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'a parlé que sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on est un peu dessus. Vous parlez de Keïta. Sur les réseaux sociaux. Vidéos sur TikTok, vidéos sur Facebook. Et nous sommes effectivement dessus des réactions velléitaires du duo à la tête du pouvoir, obligés d'obtempérer et de reculer dès les premiers assauts donc, de leur clan. Ça, c'est ça qui nous désole. Sinon, les contradictions internes d'un parti qui s'impose comme un parti État, donc à la dimension du mouvement populaire de la révolution de l'ancien président zaïrois. Donc, si ce n'est ça, si ce n'est pas à part ça, rien ne nous désole. C'est des choses dont nous sommes habitués. C'est un parti qui n'a pas eu le temps de former ses militants.
Donc des militants qui n'ont absolument rien compris. Et je pense que cela aussi nécessite effectivement la réforme des partis politiques qui devrait effectivement conduire à la formation des militants. Merci Pape Malick Ndour. Mais merci beaucoup Georges. Je vous remercie encore une fois de l'invitation. Et je souhaite encore une fois une bonne et heureuse année à tous les auditeurs de la RFM. Et je profite aussi de l'occasion pour prier pour que le bon Dieu puisse bénir le Sénégal. Amen. Merci Pape Malick Ndour, merci d'être venu au grand jury. Vous êtes membre de l'APR, l'Alliance pour la République, ancien ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, ancien coordinateur national du PRODAC. Précisez également que vous êtes le président du conseil départemental de Guinguinéo. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellent dimanche à tous et à toutes. Et à dimanche prochain donc pour un autre numéro du grand jury.